La conférence de ce soir doit être donnée par Madame Sylvie Lefebvre, professeure à Sorbonne Université, ex-Paris 4, Paris-Sorbonne, enfin pour bien dire le vrai lustre de l'établissement. Sylvie Lefebvre a tous les sacrements qu'on peut avoir dans la profession normalienne, agrégée comme ça, et c'est une spécialiste de littérature du Moyen-Âge, plutôt de littérature de la fin du Moyen-Âge, là où ça devient vraiment difficile, et de ce qu'il y a de plus difficile dans la littérature du Moyen-Âge, les traductions d'Aristote, Nicole Rem, des choses de ce genre. Mais elle a tous les talents, elle joint à une érudition extrêmement précise, pratiquement une érudition de chartiste, une finesse de normalienne, si je peux envoyer des fleurs à cette école. Et d'ailleurs, elle les a autour du cou, déjà, ces fleurs. Et elle s'est occupée beaucoup d'un auteur extrêmement subtil et extrêmement intéressant du XVe siècle, qui est Antoine de La Salle, dont elle a étudié les manuscrits autographes, ce qui est une rareté pour le Moyen-Âge d'avoir des autographes. Et ce soir, elle nous emmène, ou elle nous entraîne dans un monde peut-être plus immédiatement séduisant, celui de ses vœux du Pan, de ses festins du Pan, de ses fêtes et de ses aventures à thème chevaleresque, souvent arthurien, mais qui, dans certains cas, font appel aux neuf preux et aux héros de l'Antiquité qui habitent l'imaginaire du Moyen-Âge en général et de ce Moyen-Âge finissant où ils sont associés à toutes sortes de fêtes, de cérémonies et de banquets. Mais enfin, tout ça est très vague dans mon esprit, donc je n'en dis pas plus. Et dit que c'est maintenant, je fais de la publicité pour la maison, c'est maintenant Sylvie Lefebvre qui dirige la collection Lettres gothiques au livre de poche, qui publie des œuvres de la littérature du Moyen-Âge, française, occitane, latine, quelquefois d'autres langues, en bilingue, comme les Budets, le texte d'un côté, la traduction de l'autre. C'est une collection que j'avais fondée il y a 40 ans presque, mais maintenant je suis trop vieux, et elle dirige ça avec sa science, sa précision, sa gentillesse, enfin tout ce qui fait ses qualités, sa science, que vous allez découvrir à présent. Allez, c'est juste à vous. Par vous, c'est trop. Merci. Donc, merci Michel pour cette trop gentille présentation. Je remercie aussi, même en son absence, Jean-Yves Tillette de m'avoir fait l'honneur de me proposer une des conférences dans le cycle qu'il dirige sur Alexandre, et je remercie le public d'être aussi nombreux en cette fin d'après-midi pour entendre parler d'œuvres qui ont longtemps été oubliées, qui restent encore peu accessibles, en particulier parce qu'aucune n'est traduite en français moderne. Je vous invite donc à une première exploration de cette forêt textuelle, encore donc assez difficile à envisager, en espérant ne pas vous perdre en cours de route. Alors, le cycle du Pan est constitué par 3 textes de longueur et de succès différents. La première, cette diapositive résume un peu ce que je vais dire, la première inaugure le cycle et vient se greffer sur le roman d'Alexandre, dont Jean-Yves Tillette, dans sa conférence inaugurale, a déjà bien parlé, et sur le texte sur lequel je reviendrai. Donc cette première œuvre, ce sont Les Vœux du Pan, attribués
par un épilogue présent dans un seul manuscrit à un certain Jacques de Longuyon. Il aurait écrit à la demande de Thibaut de Bar, qui a été évêque de Liège jusqu'à sa mort en Italie en 1312, très peu de temps avant la mort de son petit-neveu, Henri de Luxembourg ou Henri VII, quand on parle de l'empereur, à Sienne. La rumeur avait très vite couru que cet Henri VII avait été empoisonné par des frères prêcheurs, tout comme Alexandre le Grand lui-même dans un certain nombre des textes qui nous racontent son histoire. Alors cette mention finale a permis de dater les vœux du Pan d'avant 1312-1313. Mais peut-être cet épilogue n'est-il qu'un ajout tardif. Et on touche ici évidemment à une des complexités de cette littérature médiévale que l'on dit mouvante, puisque nul n'hésite à retrancher, accroître, déplacer, insérer et aussi signer. En tout cas, pour une des grandes figures littéraires et morales du XIVe siècle, Philippe de Mézières, Philippe écrit que les bourdes des vœux du Pan, donc ces bêtises, sont à mettre sur le même plan que le livre des bourdes de Lancelot. En déconseillant la lecture de ces deux textes aux jeunes dauphins de France, à la toute fin du XIVe siècle, Philippe de Mézières en signale finalement l'identique succès. De fait, les quelques 8000 alexandrins des vœux du Pan sont aujourd'hui conservés par une quarantaine de témoins, qu'ils soient complets ou non, et on en retrouve encore à l'heure actuelle des fragments très, très petits, mais qui peuvent être intéressants pour l'histoire du texte, comme ces fragments retrouvés dans une reliure d'imprimé du XVIe siècle à Tübingen. Alors, ces vœux ont été d'autant plus des textes à succès qu'ils ont été traduits ou adaptés dès le XIVe siècle en prose latine, en espagnol, en italien, anglais, néerlandais et en écossais. Et c'est d'ailleurs en vis-à-vis de la traduction écossaise de 1438 que la seule édition moderne des vœux a été fournie en 4 volumes entre 1921 et 1929 par Graham Ritchie pour la Scottish Text Society. Et aucune bibliothèque française n'en possède d'exemplaires, ce qui explique en partie le long des intérêts critiques pour cette œuvre. Aujourd'hui, on peut heureusement, en cherchant un peu, en trouver des PDF. La seconde œuvre est une continuation des vœux du Pan, en un peu moins de 3000 alexandrins. Sous le titre de « Restaure du Pan », c'est la restauration du Pan, un auteur qui signe Brisbard a voulu hanter, c'est-à-dire greffer, ce qui permet l'accomplissement du seul vœu resté inaccompli dans l'œuvre précédente, celle de la jeune Édée, à savoir précisément faire fabriquer un pan d'orfèvrerie pour remplacer le pan naturel sur lequel, dans l'œuvre précédente, 12 hommes et femmes ont prononcé leurs vœux. Ce second texte est daté d'avant 1338. Il est conservé par 16 témoins qui le copient à la suite des vœux ou bien l'insère à sa place logique dans la narration. Enfin, un troisième texte de presque 4000 alexandrins achève le cycle vers 1340 et c'est le Parfait du Pan, signé en acrostiche par Jean de Lemotte, pour celui au service de qui il était entré, l'orfèvre royal Simon de Lille. Ce troisième morceau du cycle n'est lui présent que dans 2 copies. Cette fois, il n'est pas question de remplir un blanc laissé par la narration des vœux, mais d'en proposer une nouvelle fin. Et pour ce faire, Jean de Lemotte duplique des éléments du récit de Jacques de Longuyon, un nouveau siège par Alexandre, une nouvelle prison vécue par des prisonniers qui vont s'occuper avec leur gardienne à des entretiens amoureux. Ces 2 autres textes ont eux aussi été édités par des anglo-saxons, comme vous le voyez, mais plus près de nous, entre 1966 et 1980. Pourtant, en France, on s'était livré tôt
à un travail de défrichage sur les manuscrits. C'était le travail en particulier de Paul Meyer et d'Antoine Thomas. Mais il y a eu cette longue parenthèse des travaux proprement anglo-saxons, à savoir ceux d'abord de l'édition. Et ça n'est que récemment que le cycle Dupont s'est trouvé relu et réévalué par des médiévistes francisans, parmi lesquels je citerai, et Jean-Yves Tillette avait déjà cité le gros travail qu'elle a dirigé sur Alexandre dans toutes les littératures médiévales, Catherine Gollier-Bougassas, et puis aussi la belle thèse qu'avait faite à Genève Hélène Bellon-Meguel sur les vœux du Pan. Alors pour comprendre... Voilà, je vous affiche le plan que je vais suivre. Pour comprendre comment a été créé ce cycle, il convient d'abord de faire un pas en arrière et de repartir du roman d'Alexandre dont Jean-Yves Tillette a donc parlé. C'est en effet entre le roman d'Alexandre et le cycle du Pan toute la littérature, tout le mouvement de la littérature entre XIIe et XIVe siècle qui se donne à voir ou à entrevoir. Le roman d'Alexandre, Jean-Yves Tillette l'avait dit, est un texte palimpseste, puisqu'il se fonde sur des avant-textes latins, au premier chef desquels l'Épitomée de Julius Valerius. Mais le roman se construit aussi sur des avant-textes français, qui, parce qu'ils ont été réécrits et incorporés dans sa matière, ont presque disparu. Or, ces premiers essais avaient pu choisir un vers différent de l'alexandrin pour leur laisse épique. Je rappelle que la laisse, c'est la strophe de dimension variable, quel que soit le type de vers que l'on choisisse, qui est finalement la caractéristique la plus stable de la chanson de geste. On le voit, Aubry, à la fin du XIe siècle, c'est la des dernières datations du manuscrit qui nous conserve 105 vers, Aubry avait choisi de parler d'Alexandre et des débuts d'Alexandre, de l'enfance, d'abord en octosyllabes. Dans les années 1160, un anonyme écrit, lui, en décasyllabes. Et puis, avant qu'Alexandre de Bernay, qui se trouve sur la gauche de la diapositive, avant qu'Alexandre de Bernay, qui est aussi Alexandre de Paris, choisisse l'alexandrin, cet alexandrin était apparu au milieu du XIIe siècle pour la mort d'Alexandre, qui est refondu dans la branche 4 d'Alexandre de Bernay, mais aussi pour deux autres pièces dont le remaniement d'Alexandre de Bernay conserve soigneusement les signatures, à savoir Les Merveilles de l'Orient de Lambert Le Thor de Châteaudun, voilà. Et puis Le Fuer de Gadre de Stache. Et donc, dans la réécriture que Alexandre de Bernay fait de tous ces textes, il n'efface pas toujours les coutures, et surtout, il n'efface pas toujours les signatures de ses prédécesseurs. Au contraire, il leur rend en quelque sorte hommage. Alors, toutefois, c'est bien la version d'Alexandre de Bernay, de plus de 16 000 vers, écrit dans les années 1186-1190, qui a imposé la laisse d'alexandrin monorime comme la forme d'élection pour l'histoire du conquérant. Et Jean-Yves Tillette a rappelé dans son Histoire de l'Alexandrin que c'était au début du XVe siècle, en 1432, que Baudet errant, pour la première fois dans son doctrinal de seconde rhétorique, rapportait les tailles de lignes alexandrines aux faits du roi Alexandre. Il aura donc en fait fallu deux Alexandres, le conquérant, l'antique, et puis Alexandre de Bernay-Paris, le médiéval, pour inscrire durablement dans les mémoires cette origine du grand vers français. Alors, j'en viens à mon deuxième point de cette première partie, que j'ai intitulé « Les droits de la fiction, les nouveaux épisodes du roman », comme des points de greffe pour le cycle du Pan. Tout en reprenant en effet essentiellement l'héritage antique qui retraçait le parcours réel,
même s'il s'était déjà ouvert aux légendes orientales, le roman d'Alexandre va aussi faire droit à la fiction et à l'invention et s'en enrichir. Et c'est vrai dès le Fuaire de Gadre, dont j'ai déjà parlé, qui est repris à cet Eustache. Qu'est-ce que raconte l'épisode ? L'épisode s'insère au moment du siège réel de la ville de Tyr. Alexandre envoie dans ce texte 10 de ses 12 pairs faire du ravitaillement. Le fuaire, c'est le fourrage. L'expédition des 700 Grecs est attaquée par 30 000 hommes du duc Bétis de Gadre, une ville qu'on identifie éventuellement à Gaza, mais toute la géographie de ces pièces ajoutées reste très allusive. Aucun des Grecs d'Alexandre ne veut appeler l'empereur à l'aide jusqu'à ce que pourtant il s'y trouve contraint. Alexandre arrive, défait l'armée ennemie, tue Bétis. Le scénario rivalise, on le voit, avec la chanson de Roland, et ce passage du roman d'Alexandre constitue un de ces moments le plus épiques. Jean-Yves Tillette avait dit qu'on pouvait lire le roman d'Alexandre dans le texte et la traduction que Laurent Sarf en a fourni en lettres gothiques. Mais le texte est tellement long qu'elle a fait des choix. Et en particulier, le Fuaire de Gadre, qui est une sorte d'excroissance, ne figure pas dans le volume de lettres gothiques, il y est simplement résumé. Alors le second ajout dans le parcours d'Alexandre est plus tardif. Il s'agit de la prise de Fure, que j'ai mise, qui apparaît ici en vert, qui est un ajout du XIIIe siècle et qui va proposer un premier détour sur la route que Alexandre suit pour retourner vers Babylone et pour arriver à être tué, à mourir. Dans la prise de Fure, on nous montre un empereur qui va se montrer sensible au malheur du chevalier Gratien, que son suzerain, le duc Melkis de la ville de Fure, n'a pas récompensé selon les règles vassaliques. Alexandre déroute donc son armée pour prendre la cité qui est gouvernée au nom de Melkis par 2 jeunes gens, Doris et Floridas. Gratien tue Melkis au combat. Alexandre marie la fille de Melkis à celui qui est devenu son amoureux Doris et qui devient aussi l'homme lige d'Alexandre. Alexandre donc lui donne la fille et la ville de Fure et il emmène Floridas avec lui. La littérature de la fin du XIIe et du XIIIe siècle se caractérise de façon assez générale par des phénomènes de cyclisation, aussi bien dans la chanson de geste que dans le roman et plus particulièrement dans le nouveau roman en prose. On invente des enfances pour les héros, on continue leurs aventures. La matière alexandrine, parce qu'elle se fonde sur une biographie historique, est bornée par la naissance et par la mort du conquérant. Venger le meurtre d'Alexandre est alors la seule continuation possible, et de fait, 2 auteurs ont assez tôt proposé un texte de vengeance chacun. Mais tous les autres ajouts sont obligatoirement inscrits dans l'arc chronologique contraint naissance-mort, et ce seront donc des interpolations successives. Et même si tous les manuscrits qui nous les livrent ne copient pas toujours les textes sous la forme de poupées gigognes, le public, on s'en rend compte, possédait une mémoire et une connaissance suffisantes de ces longs récits pour être capable de remettre chaque pièce du puzzle narratif à sa place. Alors le XIVe siècle, en littérature, va lui souvent exprimer l'impression que tout a déjà été dit. Le nouveau devra alors s'inspirer du vieux. L'inventivité tenir lieu d'invention. Le cycle du Pan en fournit une illustration paradigmatique. Dans les vœux du Pan, Jacques de Longuillon prétend rafraîchir, au sens propre, l'histoire d'Alexandre. Donc au sens propre, c'est remettre en état, rafraîchir comme on rafraîchit un vêtement, mais aussi redonner vigueur à un corps ou à un corps d'armée. Et au sens figuré, c'est bien renouveler une parole, un récit, en lui procurant une nouvelle vivacité. Et donc, les vœux du Pan
viennent prendre place à l'intérieur de la première bifurcation alexandrine qui était la prise de Defure. J'ai essayé de vous montrer comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Après le détour par Defure, Alexandre s'est remis en route et il va se dérouter de nouveau avec les vœux du Pan pour aider cette fois non pas un jeune chevalier comme l'était Gratien, mais un vieux chevalier, Cassamus. Ce dernier, Cassamus, donc là j'ai remis aussi quelques couleurs pour que vous voyez les trois côtés qui vont venir confluer dans cette matière du cycle du Pan. Cassamus n'est autre que le frère de Gadifère du Laris qui a été tué dans le fuaire de Gadre lorsqu'il combattait les Grecs avec son beau-frère Bétis. Cassamus voudrait venger son frère, mais Alexandre va désarmer ce désir en défendant la file d'Éphésone et ceux qui y sont assiégés, les jeunes Bétis et Gadifère, mais aussi Phésonie, qui sont les neveux et les nièces de Cassamus, et il les défend, Alexandre, contre une armée d'Indiens menée par Clarvus, le frère du Porus, tué autrefois dans le roman d'Alexandre. Et Clarvus, frère du Porus tué dans le roman d'Alexandre, a évidemment un fils, le jeune Porus, et on voit bien comment ces textes inventent de nouveaux personnages par duplication des noms au regard de la génération précédente. Donc le lecteur, évidemment, peut éventuellement s'y perdre un tout petit peu. J'espère que vous ne vous y perdez pas trop. Et le tableau est là, normalement, pour vous faire comprendre comment, en effet, on fait du neuf avec de l'ancien. On reprend au moins des noms, on rejoue une partie des scénarios antérieurs, mais toujours avec des décalages et des variations. À la fin des vœux du Pan, Alexandre, donc, qui a défendu le côté de Gadre contre le côté de l'Inde, va réussir à intégrer dans ses fidèles toute la jeune génération des meilleurs combattants, et par 3 mariages que j'ai résumés ici, il unit les différentes lignées, qui sont aussi des lignes narratives, les différentes lignées de Gadre, de l'Inde et de Defure, de façon parfaitement équilibrée. Alors ensuite, on a un nouvel enchâssement. Tous ceux, si vous vous en souvenez, tous ceux qui ont prononcé des vœux dans le texte de Jacques de Longuillon ont accompli leur promesse, je l'avais dit dès l'introduction, sauf une jeune fille, Léédée, qui est devenue, à la fin des vœux du Pan, l'épouse de Cassiel. Et Brisbard commence ainsi son texte. Or faut en Alexandre encore un mout bioploué. Il manque encore dans l'histoire d'Alexandre une très belle partie. Mais je, qui nommé suis Brisbard à le fouet, l'y veuille mettre et hanter, je veux mettre cette partie manquante et la greffer, c'est le geste de la greffe lente, un chouet que passe-t-il mois avant même qu'un mois ne soit passé. Edea voua, et s'en jura ses lois, qu'elle c'est-à-dire le Pan tué par Porus, restaurerait d'Orphin Arabiois. Edea avait promis, et elle en avait juré par ses dieux, qu'elle restaurerait le Pan en le refaisant en Orphin d'Arabie. Et Cieux qui le rima oublia ce restaure, mais celui qui a écrit les vœux du Pan a oublié cette restauration. Mais je l'ai à mon coué hanté après la mort Clarvus le Masonoué, et moi j'ai choisi de le greffer après la mort de Clarvus. Enfin, c'est Jean de Lemotte qui entend renouveler à son tour la fin du cycle en inventant un nouvel arrêt ou un nouvel obstacle sur la route vers Babylone. Cette fois, ce sera la ville de Mélidus, Mélidus qui est un autre frère de Clarvus, un autre oncle de Porus le jeune. Seigneurs, roués, princes et comtes, chevaliers et barons, bourgeois, chanoines, prêtres, gens de religion, vous avez bien ouï tous les vœux du Paon et les faits, l'esquieuse fit Jacques de Longuillon.
Or, laissa-t-il l'ouvrage et sans conclusion, car je crois de plus faire n'avouer dilection. Jacques de Longuillon a abandonné son ouvrage sans conclusion parce qu'il n'en avait plus le désir. Et Brizebard, après, qui fasse Dieu pardon, y hanta le restaure par sa description, par son discernement. Ainsi firent-ils doué mouvement et moyon. Donc ces deux-là ont donné le mouvement initial et écrit le centre. Mais ils en ont laissé le plus bel coron, ils en ont laissé le plus beau morceau. Veuille après le restaure mettre en audition, je veux faire entendre, donner de l'audience après le restaure, à la façon dont Roué Alexandre, Lis et ses compagnons, quand ils furent partis du châtel de Faisan pour aller vers Babel, il trouva Mélidus, un prince de renom qui frère fut Clarvus et oncle Aporon. Alexandre, cette fois, va vouloir prendre la ville de Mélidus, cet autre Indien, et cette fois-ci, son motif est celui du pur désir de conquête. Il ne s'agit pas d'aider qui que ce soit. Donc, tout en répétant des éléments narratifs des textes antérieurs, dont une razzia ratée, qui va aboutir à l'emprisonnement de 3 Grecs dans la ville, et le motif de la prison est récurrent des vœux du Pan au parfait du Pan, mais aussi en permettant que pendant ce temps de prison, des divertissements courtois entre ennemis soient organisés. Jean de Lemotte va préparer une bataille finale sanglante où il liquide presque tous les personnages masculins et féminins que ses 2 prédécesseurs avaient créés. Et vous voyez que les vœux se terminaient par 3 mariages, le restaure se termine par 2 mariages supplémentaires. Tous ces gens-là sont liquidés, sauf Lidoine, et ne demeurent que 3 des filles du Mélidus créées pour le parfait du Pan, qui vont être mariées cette fois-ci, mais mariées à des pères historiques. Clarette mariée à Tolomère, Préamuse à Clin et Ségremeur à Lioane. Après cela, Alexandre n'a plus qu'à reprendre la route de Babylone pour y mourir. Le parfait referme la parenthèse courtoise qu'avait ouverte dans l'histoire d'Alexandre, les vœux, puis le restaure du Pan, et enfin son œuvre propre. Alors j'en arrive au 2e temps de mon exposé, ce que tout le monde sans doute attendait, plus que ces histoires un peu compliquées de textes qui s'imbriquent les uns dans les autres, un Alexandre courtois. L'anachronisme est au centre de la perpétuation de la littérature antique au Moyen-Âge. Sa mémoire vive ne s'embarrasse pas toujours d'exactitude archéologique, même si les médiévaux en sont capables. Alexandre se trouve donc comme naturellement transposé dans une autre civilisation de guerriers entre XIIe et XIIIe siècle, au moment où les croisades font redécouvrir l'Orient. Mais l'empereur va surtout pouvoir être un modèle de courtoisie par un certain nombre de ses qualités héritées de l'historiographie, dont la magnanimité et surtout la générosité. Dans son second roman écrit vers 1176, Chrétien de Troyes, donne à un nouveau chevalier, Cligès, une ascendance double. Il est breton par sa mère, la sœur de Gauvin, mais grec par son père, encore un Alexandre, lui-même fils d'un autre Alexandre, roi de Constantinople. Or, au moment de quitter son père, Alexandre le Jeune, pour gagner la cour d'Arthur, reçoit de son père une longue leçon sur la largesse. Mais tot aussi comme la rose est plus belle que nulle autre fleur belle, quand elle naît fraîche et nouvelle, ainsi là où largesse avient, de sort toute vertu se tient, et les bontés que elle treuve, en prodome qui bien se preuve, fait à 500 double montée. Donc tout comme la rose est plus belle que toute autre belle fleur quand elle éclot toute fraîche, de la même manière, là où apparaît la largesse, elle surpasse toutes les vertus, et les qualités qu'elle trouve chez l'homme de bien, le prodome, et qui agit bien, qui bien se preuve, ces qualités, elle les exalte en les multipliant au moins par 500.
Ce facteur démultiplicateur de la valeur qu'est la largesse va trouver dans le roman à s'exprimer dans deux espaces différents mais intrinsèquement liés de la culture de cour, les armes et l'amour. Mais qu'en est-il dans la matière proprement alexandrine? Répondant au genre formel dans lequel elle est écrite, la laisse, son esthétique est bien celle de la chanson de geste. Les laisses, dans tout ce corpus, roman d'Alexandre, cycle du Pan, sont structurés par des vers d'intonation et de conclusion. Des groupes de laisses sont construits de façon parallèle. Par exemple, les laisses où les 12 vœux dans les vœux du Pan sont prononcés successivement. Et dans le détail, en particulier dans les combats singuliers ou les batailles rangées, toutes les formules attendues de l'épopée émaillent le texte. Pourtant, le roman d'Alexandre lui-même se désigne tantôt comme chanson, tantôt comme livre. Un livre, on l'a vu, qui est signé tout à la fin par Alexandre de Bernay, Alexandre qui signe en auteur, et un auteur qui n'aura laissé aucune place vacante dans le texte pour que s'exprime la voix d'un récitant, comme on en a l'habitude dans les autres chansons de geste. En cela, la matière alexandrine est bien plutôt du côté de l'écriture romanesque. Et il n'est pas question pour moi ici ni d'approfondir ni de trancher sur ce débat générique, mais on remarquera que la dimension amoureuse, bien peu développée dans le roman d'Alexandre, passage sur Candace, les Amazones sur lesquelles je reviendrai, Roxane, cette dimension-là va précisément voir sa place grandir dans le cycle du Pan. Alors, armes et amour, il faut un temps pour tout. Et c'est l'union d'armes et d'amour, une des définitions possibles du roman, que le cycle va exposer et traiter de manière répétée, sinon même insistante. Philippe de Mézières, que j'ai évoqué, l'a bien entendu ainsi. Lui qui déconseille de lire ses œuvres, les vœux du Pan, aussi bien que Lancelot, parce que, dit-il, si ces histoires attraient les lisants à vaillance de chevalerie, attirent les lecteurs vers les valeurs de la chevalerie, toutefois elles attraient à aimer par amour. Aimer par amour, le renforcement, c'est aimer vraiment, jusqu'à la consommation charnelle éventuellement. Donc elles attraient aussi à aimer par amour, qui mal se peut faire sans grand péché de luxure. Alors tout le cycle échappe au dogme chrétien et à cette idée d'un péché de luxure, et même si en fait on a une très grande retenue dans ces textes en matière sexuelle, ce qu'ils veulent afficher, ce sont des valeurs profanes et courtoises, mais qui ne sont pas sans élévation morale, on le verra. Alors l'affichage de ces valeurs est d'abord supporté par une mise en scène particulière des faits de guerre. Avec les sièges d'Éphésons dans les vœux, puis de Mélide dans le Parfait, les combats se déroulent sous les yeux des jeunes femmes nobles qui les observent du haut des murs de la cité. Comme dans d'autres romans antiques du XIIe siècle, Thèbes, Troie, Énéas, l'amour naît immédiatement chez ces femmes de la prouesse qu'elles observent chez les chevaliers du camp ennemi. Ainsi en va-t-il pour aider l'Éphésienne qui observe Cassiel l'Indien. Parfois, dit Énéas, je crois qu'il est faé. Aussi le vont fuyant comme s'il fût d'Hervé. Par ma foi, dit Édée, je crois qu'il est comme enchanté. Aussi le vont fuyant comme s'il fût d'Hervé, tout le monde le fuit comme s'il était hors de lui. Son écu est châtel et son bran fremeuté, son écu lui sert de château et sa lame de forteresse. Ses bras semblent engins qui main coup et rués. Ses bras sont comme des engins de siège qui lancent des projectiles. Mout est fort et ignos rapide, et si est bien moulé, et il est bien modelé. Je pourrais dire autre chose, mais le mot ne serait pas épique, alors que moulé est un mot de l'épopée. À nos dieux, le comment que j'ai eu à ouré, je le recommande à nos dieux que j'ai prié aujourd'hui. Que l'icien corps n'y soit honni ne affolé, pour que son corps, sa personne, ne soit pas blessé, mais veuille consentir, séant soit amené, mais qu'il veuille consentir à ce qu'il soit amené dans notre ville.
Pour que puissent avoir lieu ces rencontres souhaitées par les jeunes filles, une pause dans le récit des combats est nécessaire et ce sera fait grâce à des trêves négociées. Cet autre temps permet alors à la narration d'entrer dans les murs de la cité où, à côté du temple de Mars, un autre espace s'ouvre, celui de la chambre des dames ou de Vénus. Et vous voyez cette représentation ici de la chambre des dames où on voit dames et hommes qui ont été en effet désarmés, on leur a donné des vêtements élégants et confortables et les conversations vont pouvoir avoir lieu. Donc ici c'est Porus qui a été amené prisonnier et vous voyez en hauteur les créneaux de la ville d'où on peut observer comment se déroulent les combats et comment se comportent les combattants. Donc les prisonniers qui sont faits sur le champ de bataille, donc Cassiel, qu'on a évoqué, mais aussi Porus, comme on le voit sur cette diapositive, le fils de Clarvus, celui qui assiège la cité d'Éphésone, parce que c'est le vieux, c'est Clarvus qui voudrait épouser Phésonie. Or, ces prisonniers de guerre deviennent des prisonniers par amour, soit un motif particulièrement développé dans la lyrique, inventé dans la lyrique, dès les troubadours. On peut évoquer Guiraud de Borneille à la fin du XIIe siècle, et le motif est un motif qui revient de façon répétitive. Il y a aussi la très célèbre chanson de Thibaut de Champagne qui commence par « Aussi, comme une licorne suit ». Dans le cas de Porus, Porus est prisonnier et c'est lui qui va tuer un paon perché sur la chambre de Vénus. C'était la toute première miniature que j'avais fait figurer sur le diaporama. Il tue ce paon, donc perché sur la chambre de Vénus, au moment où le paon fait la roue et l'éventail. Or, l'oiseau appartenait à Phésonie, qui se saisit de la main du jeune homme et lui dit ainsi en riant : « Sire, vous êtes pris mon damage faisant, je vous prends sur le fait en train de me porter dommage. » Dame, se dit Porus, la merci en demande. Porus lui demande pardon. « Si mon rang a vous pris, dès ce jour en avant, je me rends votre prisonnier depuis cet instant. Sire, dit la pucelle, et je plus ne demande, je n'en demande pas plus, je retiens le prison jusqu'au contrement. Je vous retiens comme prisonnier jusqu'à ce que je reçoive un contre-ordre. » Le vieux Cassamus est celui qui a poussé Porus à tuer l'oiseau, alors que ce dernier hésitait. Et Cassamus est aussi celui qui organise le rituel des vœux que l'on va prononcer sur ce paon qui a été rôti avant qu'on ne le mange. Cassamus prétend qu'il s'agit là d'une vieille coutume, alors qu'en fait il s'agit d'une invention de l'auteur Jacques de Longuillon. Lorsque les prisonniers seront libérés pour accomplir leurs vœux lors de la grande bataille finale, la prison sentimentale, elle, ne va s'ouvrir que provisoirement, et sous condition. C'est la seconde partie de la diapositive. Dame Phésonias fut très bien enseignée. Au prisonnier Porus, c'est un poi à Cointier. Donc, Dame Phésonie l'a très bien instruite, c'est un peu rapproché du prisonnier Porus. Parmi les doigts le prend, elle le prend par la main, hors du palais le guide. Eliade Basset, qu'ailleurs ne fut oi, sire, votre prison n'est pas bien nostalgie. En mon danger vous tient et en ma seigneurie. Mon pan avez-vous mort, dont je suis courroucier. Votre prison n'est pas bien nostalgie, votre libération se fait sans que j'en ai bonne caution. Je vous retiens en mon pouvoir et sous ma seigneurie, puisque vous avez tué mon pan et j'en suis encore en colère. Dame, se dit Porus, en votre seigneurie, mais très tout quand que j'ai, sans faire des parties. Je dépose en votre pouvoir tout ce que je possède sans rien garder, et le cœur en otage,
mon cœur en otage, et le corps vous autrie, et ma personne, je vous l'octroie également. Votre suis et serai tous les jours de ma vie. En reprenant le vocabulaire de la relation vassalique, la dame s'affirme comme seigneur, ayant tout pouvoir sur l'homme, suivant le schéma le plus connu de la relation courtoise. Et si les textes du cycle du Pan ne donnent guère lieu à un véritable approfondissement des sentiments partagés, ils usent du temps suspendu de la guerre pour faire apparaître tous les divertissements propres à la société de cour. Je cite quelques vers des vœux du Pan que vous n'avez pas. « S'ils qui sont demeurés allèrent se ouerjus sur les tapis de souhait et sur les joncs menus. Et si on fait entre eux, et demande, et jus, pétition, enquête, réponse et salut d'amour, et de ses biens, et de ses loyaux drus. » Donc, on s'assied sur des tapis de soie, sur une jonchée, et hommes et femmes entre eux se posent des questions, font des enquêtes, écrivent des épîtres amoureuses et se questionnent sur les biens d'amour et sur les loyaux amants. C'est avec les deux œuvres successives, le Restore et le Parfait du Pan, que la pause s'ouvre véritablement à la lyrique. Le Parfait, par exemple, va développer sur de nombreuses laisses, les laisses 15 à 23, ces fameuses demandes d'amour qui développent toute une casuistique amoureuse et qui ont pu former des recueils autonomes au XIVe et XVe siècle, les demandes d'amour. Un seul exemple que je prends dans la laisse 16 et qui met en regard Sagremor, une des 4 filles de Mélidus, et Héménidus, un des 3 Grecs faits prisonniers. Vous, sire Héménidon, il vous faut commencier. Dame, fait l'Ifranduc, je ne m'en sais édier, je ne sais pas comment faire. Non pour quand répondrai selon mon folcuidier, et pourtant je répondrai comme je le pourrais. Moisement me ferouet en un étor plénier, en un étor plénier, s'une dame n'oserait répondre et plaidoyer. Je me porterais mal, je combattrais vraiment mal si je n'osais pas répondre et discuter avec une dame. C'est bien dit la dame. Or vous veuille-je prier, foi que devait amour et d'armes le métier, on voit bien cette union armes et amour. L'icieuse sent plus de mal en l'amoureux d'Angier, ou ami ou amant, à vérité jugier. Donc sous la domination d'amour, qui éprouve le plus de douleur, si vous jugez véritablement? Et Héménidus, évidemment, va dire que c'est l'amant qui souffre le plus. Plus tard, pendant la trêve, négociée dans le Parfait du Pan, Alexandre lui-même va participer à un concours de ballades dans la chambre amoureuse. Et là, on a 4 Grecs et 4 Mélidiennes, une parité parfaite, hommes et femmes. Avant de déclamer sa ballade, Alexandre est sommé par Buchyphoras de jurer qu'elle est bien de lui et qu'elle est bien nouvelle. Et on a donc, je ne cite pas les vers d'introduction, mais juste cette première strophe sur les 3, un neuvain d'heptasyllabes. Puis que jouer tamé talent, ma très douce dame franche, je n'oie peine ne tourment, mais si joyeuse plaisance et si haute suffisance, qu'Hadès, dame débonnaire, servirait où que je sois. Car ce me plaît et doit plaire, ne mieux vivre, ne pourrouer. À partir du moment où j'ai eu le désir d'aimer ma très douce dame noble, je n'ai connu ni peine ni tourment, etc. Et donc, on voit que même si l'empereur n'est pas présenté du tout dans le texte comme un amoureux, à la différence de tous les autres personnages inventés, on voit qu'il se plie à la thématique de la poésie amoureuse. Et suivant une tradition lyrique qui remonte aux origines, son texte unit service amoureux, je la servirai où que je sois, de la dame qu'il a choisie, une dame débonnaire, à la joie de vivre. Alexandre obtiendra, avec cette ballade, le second prix, le premier étant remporté par la jeune Clarette. Alors tous deux, au dire du jury, ont composé des pièces techniquement sans défaut,
Et tous deux ont visé juste pour la hauteur de leurs propos amoureux. Avec Jean de Lemotte, la petite société courtoise devient véritablement une compagnie paritaire de poètes et de poétesses lorsque les concours réellement organisés dans les villes du Nord, comme à Londres entre XIIIe et XIVe siècle, excluaient bien entendu les femmes. Par ailleurs, dans le Parfait du Pan, hommes et femmes sont présentés comme des créateurs de cette poésie alors nouvelle qu'est la ballade lorsqu'elle est susceptible déjà de se détacher de tout support musical pour ne plus reposer que sur la musicalité naturelle de la voix qui la prononce. Le Restor, donc le texte précédent, au contraire, faisait chanter en chœur un rondeau amoureux, connu de tous, car repris par tous. Et vous voyez que dans le manuscrit d'Oxford, on a même la ligne musicale. Alors, je suis obligée de me décaler un tout petit peu ou de me mettre sur la pointe des pieds parce que je n'ai pas le texte, moi, dans mon exemplier. « En si va qui amour demène à son comment ». Voici comment se conduit celui qu'amour commande, à qui que soit doulour, en si va qui amour, retour du refrain dans le rondeau, à ce mauvais et langour nos biens, pour les méchants, nos bonheurs sont douloureux, mais non pour quand, en si va qui amour demène à son comment. Ce rondeau est chanté lors de la fête finale où un autre prix est remis, non pas prix littéraire comme dans le Parfait, mais un prix différent qui est donné à celui qui, ou à celle qui aura le mieux accompli la promesse qu'il avait formulée dans les vœux du Pan. Dans la petite société réunie, chacun a voté secrètement sur un papier pour une des 11 personnes encore vivantes dans le Restor. Un de ceux qui ont voué, Cassamus, dont il a été beaucoup question, est mort. Or, c'est Alexandre qui tire un papier au hasard. Et tous sont étonnés du résultat, parce qu'aucun n'avait voté pour ce nom-là. De fait, ce sont les dieux eux-mêmes qui ont choisi de désigner le 12e nom, celui précisément de Cassamus, alors qu'il a disparu. Je passe à mon dernier point, le pan comme signe d'une courtoisie qui part de la nature pour atteindre l'art. Le Restor, en désignant Cassamus comme le récipiendaire du prix, manifeste bien ainsi ce qui est sa poétique. Il s'agit de dépasser, en compensant et en récompensant, la mort de ceux qui sont tombés chez Jacques de Longuillon, qu'il s'agisse de Cassamus ou bien du Pan. L'un comme l'autre, l'oiseau et le vieux chevalier, sont deux figures clés de l'élaboration des vœux du Pan. Cassamus, vous vous en souvenez, est à l'origine de la mise à mort de l'oiseau, mais c'est aussi l'organisateur de la cérémonie des vœux. Tous les jeunes chevaliers dans les vœux se lancent des défis qui rapprochent la bataille à venir d'un jeu sportif. Perdiccas dit qu'il se battra à pied, Porus qu'il s'emparera du cheval d'Éminédus, Cassiel qu'il s'emparera de l'épée d'Alexandre, Colus qu'il arrachera le heaume de Cassiel, Gadifère qu'il prendra l'étendard des Indiens. Tous, bien sûr, ont réussi, et dans le Restor, ils peuvent apporter devant le pan d'orfèvrerie qui est présenté par Édée, tous ils peuvent apporter qui le cheval, le heaume, l'épée, etc. Dans les vœux du Pan, 3 jeunes filles avaient prononcé une promesse. 2 l'ont fait évidemment qui ont trait à l'amour. Idorus jure qu'elle aimera loyalement son ami, et Phésonie qu'elle épousera celui qui lui sera donné par Alexandre. Édée, vous vous en souvenez, avait dit qu'elle restaurerait le Pan. Mais le premier à se prononcer au privilège de l'âge avait été Cassamus. Et il formule un vœu qui, par son extrême courtoisie, montre combien il domine moralement toute cette société. Un vœu et s'y promet à notre dieu Marcus, c'est Mars. Ce par nous Élichant déconfine vaincu et je truie au-dessous le riche roi Clarvus, qu'il soit entrepris une entrepied chehue,
qu'il sera, de par moi, édié et secouru. Tant qu'il est remonté, puis me trairait en su, et tout ce sera fait pour l'amour de Porus, qui est par sa prouesse épris et retenu. Donc je promets que si nous avons le dessus dans la bataille, et que je trouve le riche roi Clarvus, donc son ennemi, en mauvaise position, tombé, qu'il sera aidé et secouru par moi jusqu'à ce qu'il soit remis à cheval, et puis je m'éloignerai de lui, et tout cela, je le ferai pour l'amour de Porus, le fils de Clarvus, qui a été fait prisonnier et qui, par sa prouesse même, a été fait prisonnier. Porus remercie et considère qu'il y a là, évidemment, une promesse assez extraordinaire. Alors, aider un ennemi, en le remettant en selle, et un ennemi particulièrement à combattre, puisque, je l'ai déjà dit, Clarvus a mis le siège à la ville parce qu'il veut forcer Phésonie, la nièce de Cassamus, à l'épouser. Le conflit est donc motivé par la défense de la liberté de choix d'une femme, un motif, bien entendu, hautement littéraire. Avant de tuer Clarvus, puis d'être lui-même tué par Porus, Cassamus, dans la bataille, a, dans une première phase, eu l'occasion d'accomplir son vœu. Et dans le Restore, Marcien, qui est un autre neveu de Clarvus, se dit prêt à donner sa voix à Floridas, au moment où ils débattent pour savoir à qui va aller le prix. Donc il est prêt à cela, mais il ne le use pas, ce Cassamus fut vie. Mais Floridas n'aurait pas ma voix si Cassamus était encore vivant. Car on que plus grand vœu ne fut en plaie bâti, car jamais une promesse aussi grande que celle qu'il avait faite n'a été énoncée. Que de mon oncle Édier, qui herte ses ennemis, et de vouer qu'il herte par lui à Garamie, sa méchief le trouvait entre les Arabies. Donc, ce vœu d'aider mon oncle, qui était son ennemi, et de le mettre à l'abri. Liqueur qui se voa ne fut on que failli. Le cœur qui a fait cette promesse fut toujours sans défaut. Ne de mets y replein, jamais plein de mauvaise colère, mais d'amour si épris qu'à peine sait haïr ceux qui l'y font le pis, qui est si enflammé d'amour qu'il sait difficilement haïr même ceux qui agissent de la pire manière envers lui. Aidier les ennemis en morteuse féreis, aider des ennemis dans un combat mortel, est fait de surfait, hardi, outre-hardi. C'est une prouesse sur la prouesse, une hardiesse au-delà de la hardiesse. Ce commentaire sur un geste inouï rappelle bien sûr la magnanimité d'Alexandre pour certains de ses ennemis et son inclination au pardon plutôt qu'à la vengeance. Mais il met en avant un amour, sinon plus grand et plus haut que le sentiment unissant hommes et femmes, du moins plus universel, puisqu'il peut aller jusqu'à toucher le pire ennemi et ceux au plus fort de la lutte armée. C'est un sentiment pensé comme le ciment de toute la société courtoise et chevaleresque. Antinaturel, il est devenu chez Cassamus une seconde nature, un art de vivre et de mourir. Quant au pan que tua Porus, avant qu'on ne le rôtisse et le mange, Cassamus, toujours lui, l'avait qualifié de viande aspreux, nourriture pour les preux, qu'on entende preux dans le sens restreint de la prouesse ou preux dans le sens large de toutes les personnes de haute qualité. Cette qualification sera répétée à plusieurs reprises par la jeune Édée dans le Restore. Or, le roman, comme la chanson de geste, évoque souvent le pan que l'on sert une fois cuisiné. Mais jamais il ne souligne, semble-t-il, cette qualité particulière, c'est de la viande aspreux. Et peut-être faut-il voir dans un passage du roman d'Alexandre, je remonte encore donc à ce texte du XIIe siècle, l'origine de cette promotion de l'oiseau dans le cycle du pan. L'empereur est sur le point d'envahir le royaume des Amazones, lorsque sa reine, aimable, a un songe prophétique. Elle rêve qu'une femelle pan quitte avec ses petits la grande salle d'un palais pour se réfugier dans la cuisine et essayer d'échapper, mais en vain, à un aigle.
La vision, évidemment, est facilement décryptée, et elle pousse la reine à faire bon accueil à Alexandre, à accepter de devenir sa vassale plutôt que de faire la guerre. Elle n'évitera pourtant pas de perdre 2 de ses Amazones qui tombent amoureuses de Grecs et les épousent. Alors l'oiseau, dans ce passage du roman d'Alexandre, est certes femelle, il appartient au domaine du rêve, mais il apparaît déjà comme le représentant de femmes, résolument guerrières, mais susceptibles de baisser les armes pour se livrer à l'amour et à l'adversaire. Ce scénario se trouve reproduit de façon un peu décalée dans les vœux, finalement. L'oiseau est mâle, il est réel cette fois, mais il appartient toujours à une femme, Phésonie. Il est vraiment tué par un adversaire, Porus, mais cette mort se trouve rachetée par l'amour qui naît entre les 2 jeunes gens et qui sera consacré par leur mariage. L'alliance arme et amour propre au cycle permet en effet que les ennemis s'unissent et préfèrent la paix. Cet idéal vertueux et courtois que manifeste sans doute dans ces textes le Pan est pourtant l'objet d'un second accomplissement. L'oiseau naturel dans les vœux, le Pan est devenu en effet un objet d'art dans le restaure et le parfait. L'œuvre d'orfèvrerie réalisée selon le vœu prononcé par Édée a la force d'une commémoration où l'exaltation du passé ne se résout pas en un passéisme mortifère, mais plutôt en une source de vie pour le présent. Cette immortalisation du Pan s'élabore en dépit d'un double héritage symbolique de l'animal. C'est un oiseau royal en Inde et en Perse, le signe de renouvellement, il renouvelle ses plumes au printemps, puis même le signe de la résurrection. Mais le Pan va, au Moyen-Âge, subir aussi une révision négative, et il peut devenir donc symbole d'un orgueil mal placé, puisque sa perfection bute sur la laideur de ses pieds, ou l'obscénité de son derrière qu'il découvre lorsqu'il fait la roue, sans compter ses mœurs réputées lubriques. Lorsqu'Édée expose le Pan restauré qu'elle a fait fabriquer, tout d'or et de pierreries, ses qualités mémorielles figurent bien dans le long commentaire analytique qu'elle offre de ce qui est devenu proprement une relique que tous doivent adorer. Mais de façon plus intéressante, on voit Édée ne pas hésiter à affronter certains défauts de l'animal pour les convertir à plus haut sens dans le domaine des armes comme de l'amour. Ainsi, du contraste entre la queue ocellée et les pattes. L'hypaon vers le queue est noble et joli, donc le Pan du côté de sa queue est un animal noble et élégant, et c'est de vers les pieds, ô que laid et dépit, mais du côté de ses pieds, il est assez laid et méprisable. Ainsi est de prouesse, d'amis et d'amis. Il en va de la même façon de la prouesse, mais aussi des relations entre amants. Les pieds, en effet, dit-elle, représentent les débuts, difficiles au combat. On y rencontre la peine, la sueur, les cris, comme en amour, où on craint d'être repoussé. Mais la queue, elle, c'est la fin heureuse qui fait oublier, d'un côté, tout ce qu'on a subi au combat, mais qui se métamorphose en joie, honneur et renom, et de l'autre, la merci, la grâce que l'on reçoit de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime, pleine de sola, de jeux et de ris. Le commentaire d'Édée, enfin, se fait plus général lorsque l'anatomie du Pan est dite correspondre à celle de tout ouvrage accompli par l'homme, de son humble base à son sommet, de son début à sa fin. Mise en abîme de la narration, la recréation du Pan représente l'œuvre courtoise venue parfaire la geste d'Alexandre. À titre de conclusion, je proposerai plutôt quelques développements d'ouverture. Le parfait referme la parenthèse ouverte à la courtoisie. Soucieux d'éviter la redite, comme le dit Jean de Lemotte, de nouveaux vœux sont venus s'exprimer sur le Pan d'or. Cette fois, Alexandre y participe, il se prononce même le premier. Or, il est révolté par la trahison de ses alliés qui étaient devenus les siens dans les 2 textes précédents. Et il jure donc une lutte à mort contre eux et les partisans de Mélidus. Je l'ai dit, la fin est crépusculaire et remet le récit sur la voie de ce qui borne l'histoire d'Alexandre, à savoir sa mort à Babylone. Mais Jean de Lemotte joue sans doute aussi sur un autre tableau, non plus intratextuel, mais transtextuel. Sur son lit de mort, l'Alexandre du roman regrettait de n'avoir pu conquérir France la renommée.
mais aussi Angleterre, Normandie, Écosse et Irlande. Il aurait fait de la France la capitale du monde s'il avait vécu. Or, cette conquête de l'Ouest, ou plus précisément celle de l'Angleterre, se réalise dans une œuvre contemporaine du parfait Dupan, le roman de Perceforest. Dans ce long récit en prose, Alexandre débarque en Angleterre, avec les deux frères, Bétis et Gadifère, ceux que les vœux Dupan ont inventés. Et avant de rentrer à Babylone, il donne à Gadifère l'Écosse et l'Angleterre à Bétis, Bétis qui va adopter le surnom de Perceforest. Suit ensuite une longue préhistoire du monde arthurien, préfiguration de la matière du Graal. En tuant les deux frères Bétis et Gadifère dans le parfait Dupan, Jean de Lemotte supprime en quelque sorte les conditions de possibilité du Perceforest. Il éviterait ainsi que la matière de Bretagne, dont les souverains anglais se sont toujours prévalus, n'acquiert une légitimité supplémentaire grâce à ce croisement avec la matière alexandrine. N'oublions pas que Jean de Lemotte écrit pour un serviteur du roi de France, voire pour le roi de France lui-même, Philippe VI, au moment où la guerre de Cent Ans vient de débuter, précisément entre Philippe VI et Édouard III d'Angleterre, ce roi qui a pu posséder, lui, le manuscrit d'Oxford, où j'ai puisé presque toutes mes images. Si cette manœuvre littéraire et politique n'est pas une vue de l'esprit de la critique moderne, avait-elle seulement une chance d'agir dans le monde réel de la réception des textes? En tout cas, c'est le Perceforest qui a connu le succès et le parfait n'est plus contenu que dans 2 manuscrits. On pourrait imaginer que cela tient aussi à la forme différente de ces 2 textes. La prose de Perceforest est devenue majoritaire pour la narration, la laisse d'Alexandrin fait figure d'archaïsme. Cependant, cette forme même n'a pas gêné la grande diffusion des vœux Dupan. Et 2 inventions de ce roman ont d'ailleurs connu une belle postérité en dehors de l'œuvre elle-même. Le motif des vœux, prononcé sur un oiseau, présenté dans un banquet, se retrouve dans toutes sortes de romans des XIVe et XVe siècles, au premier chef desquels le Philocolo de Boccace. Et en 1454, Philippe le Bon, pour qui Alexandre fut un grand modèle, organisera le banquet du Faisan, où plus de 300 nobles firent des vœux chevaleresques dans la perspective d'une croisade qui n'eut jamais lieu. L'autre invention, et Michel Zinc avait spoilé ma fin, c'est la liste des 9 preux. 3 triades, une antique, Hector, Alexandre, César, une biblique, Josué, David, Judas, Maccabée, une chrétienne, Arthur, Charlemagne et Godefroy de Bouillon. Dans les vœux qui inventent cette liste, il s'agit en fait d'un excursus destiné à exalter la prodigieuse valeur de Porus, qui sur le champ de bataille vient de tuer le cheval d'Alexandre, laissant le conquérant à pied dans la mêlée. L'auteur, alors, énumère les 9 preux déjà connus dans la littérature et l'histoire pour conclure « Or, et je devisais tout ordonnément les 9 meilleurs qui furent puis le commencement que Dieu ôte fait le ciel et la terre et le vent. Ils se maintinrent bien et assez longuement, ils se conduisirent bien sur les champs de bataille et pendant longtemps dans leur vie, mais onc en leur vie en un jour, temps pour temps, ne souffrirent telle peine, ne tel encombrement, ni des difficultés telles, comme Porus fit le jour dont je tiens parlement. » La gloire de Porus, évidemment, est restée attachée au seul cycle Dupan, tandis que la liste des 9 preux est devenue classique, reprise dans de nombreux textes. Elle a aussi été illustrée par des miniatures, des fresques, des tapisseries, des statues, jusqu'aux cartes à jouer à la française, qui en reprennent une partie, dont Alexandre en roi de trèfle. On inventera aussi une liste des 9 preuses, toutes guerrières, et aussi de plus ou moins éphémères 10e preux qui viendront compléter la liste. C'est le cas de Bertrand du Guesclin, dont après sa mort en 1380, on choisira de chanter la biographie en laisse d'Alexandrin Monorime, 25 000 vers tout de même. La forme, encore une fois, est un premier signe fait au public de la matière dans laquelle on veut le faire entrer. J'ai essayé de vous introduire dans le cycle Dupan. J'ai terminé. J'espère n'avoir pas complètement échoué. Je vous remercie. Alors, y a-t-il des questions ou des demandes de précision ?
Bonsoir, merci pour cet exposé extrêmement dense. Pour prendre des notes, c'était quand même assez acrobatique. Pourquoi est-on passé du pan au faisan? Alors là, c'est une colle. Il n'y a peut-être aucune raison particulière, c'est surprenant. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un le sait, mais... Vous avez un micro, Michel, juste à côté, là. Je ne t'ai jamais posé la question, elle est très judicieuse. Vous avez dit, Sylvie, très justement, que tout ce cycle du Pan et ce cycle d'Alexandre se situe hors du monde chrétien, explicitement dans le monde païen. Et il est possible qu'on ait hésité pour cette raison à reprendre pour une croisade la figure du Pan. Bien que le Pan servent aussi dans les allégories chrétiennes. On dit que le pan est un arbre qui est très fier de sa beauté. C'est un animal diabolique en ce sens qu'il est vaniteux. Mais la nuit, il ne se voit pas et il a peur d'avoir perdu sa beauté. Et à ce moment-là, il crie. Son cri ressemble à celui du cochon, ce qui n'est pas si mal vu, et il crie parce qu'il a peur d'avoir perdu sa beauté, et de même, nous qui sommes tous pécheurs, nous devons, dans la nuit où nous sommes, crier sans cesse de peur d'avoir perdu la beauté de notre âme et de nous damner. Tout cela est tellement suspect, d'une certaine façon, qu'il est possible qu'on ait hésité à se remettre dans cette essai. Mais je n'en sais pas plus. Et le faisan n'était pas à l'époque une injure comme aujourd'hui. On va voir pourquoi. Justement. Oui, il y a aussi des vœux sur l'épervier. L'épervier, c'est un oiseau de chasse. Il s'impose plus que le faisan, d'une certaine façon. Tout à fait. Le faisan est la victime. Oui. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à partir du XIe siècle, à peu près, la réputation du pan peut devenir plus négative. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, quand elle fait l'éloge du pan d'or qu'elle a fait fabriquer, Haydée n'hésite pas à faire face à cet aspect-là qui est devenu... cette connaissance-là, ou en tout cas à ces discours-là qui sont tenus sur le pan. Merci. Bonjour madame, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, c'est une béotienne, c'est moi là. D'où sortent tous ces prénoms dont on a... Moi, je n'ai jamais entendu ces prénoms. Est-ce que c'est des inventions des auteurs ou est-ce que c'était des prénoms à la mode à ce siècle? Non, c'est en très grande partie des inventions, de pures inventions. Préamuse, moi non plus, je ne les connais pas en dehors de ce texte. Donc il y a en effet d'un côté, on duplique des noms dans une lignée, et ça, enfin, voilà, c'est tout à fait traditionnel. On a un père qui s'appelle Alexandre, on s'appelle soi-même Alexandre, ou on a un oncle qui s'appelait Porus, on va s'appeler Porus, etc. Mais à côté de ça, et en particulier pour les prénoms féminins, il y a une inventivité extraordinaire. Ni Haydée, ni Idorus, Préamuse, etc. ne sont connus. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.